Avalanche de publications cette semaine, notamment aux États-Unis. Il était attendu les publications de Google et de Amazon, des publications qui n'ont pas réellement déçu, du moins dans les fondamentaux. En revanche, les investisseurs, eux, les ont massivement sanctionnés. Alors les craintes, c'est évidemment de revivre le scénario 2021-2022 où le marché avait fini devant des valorisations qui restent élevées, avait fini par se retourner à la baisse. Alors, est-ce que ces replis sont finalement des opportunités d'achat ou est-ce qu'il s'agit au contraire du début d'un long et difficile marché baissier, notamment sur la tech américaine? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Top and Flop. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours à activer les notifications pour recevoir une notification justement dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et des nouvelles vidéos, vous avez vu, il y en a pas mal, il y en a eu pas mal cette semaine, il y en a pas mal également les semaines qui arrivent. Donc ne loupez pas ça. Comme d'habitude, vous pouvez également vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter, la table des investisseurs qui compte près de 8000 abonnés, j'ai pas mis à jour, avec notamment l'accès au portefeuille forteresse pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Espace membre, formation gratuite et coaching, tout est sur le site lepodcastdelabourse.fr. Vous pouvez accéder donc à la formation gratuite où il y a plus de 1200 désormais formés sur ces petits modules d'apprentissage intemporel qui concernent tous les sujets liés à l'investissement, la bourse, la gestion privée, l'immobilier, la banque, les crypto-monnaies et les matières premières pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'accompagnement à l'apprentissage de l'investissement et des marchés. Vous avez nos formules d'accompagnement MTT découverte, le petit nouveau accessible à tous, et puis MTT Premium, le programme historique avec l'ensemble des experts MTT, des 10 experts qui vous accompagnent 24 heures sur 24. Bien entendu, comme d'habitude, je remercie chaleureusement l'ensemble de mes partenaires, Trade Republic, Bitvavo, Urucha Gestion Privée, Pro Altime, Au Coffre et Investing qui me permettent de réaliser tous ces contenus gratuits et les mettre à votre disposition. On a fait une vidéo, c'était la semaine dernière, qui avait été vraiment chaleureusement accueillie, une très belle vidéo sur Galéon qui tout simplement permet donc de révolutionner les hôpitaux. Allez voir cette vidéo qui est en ligne et qui permet l'investissement dans des obligations à 8%. Certains m'ont demandé si moi j'avais souscrit. Évidemment que la réponse est oui, vous le savez, pour des raisons perso. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc moi, à titre perso, oui, j'ai pris des obligations Galéon. Maintenant, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un sujet qui peut être évidemment touchant et qui surtout, je pense, touche malheureusement chacun d'entre nous. Cette semaine, vous avez eu également la vidéo avec Marie de Reim, de Hibou, expert, avec qui on a fait une vidéo sur le sujet, la thématique de la guerre, et on a abordé 6 actions pour jouer le secteur. La vidéo également est en ligne, et enfin, dans les nombreuses vidéos qui ont été réalisées, il y a l'ETF justement, dans la continuité, pour jouer la souveraineté européenne et éligible PEA. Tout ceci est en ligne. La semaine prochaine, très certainement lundi, je pense, vous aurez la vidéo d'update, mise à jour des crypto-monnaies, le Bitcoin qui a énormément souffert ces derniers jours. On va voir si c'est tout simplement la mort du Bitcoin, comme beaucoup l'annoncent, ou est-ce qu'à contrario, c'est une opportunité pour les investisseurs long terme. Il y aura la semaine prochaine, alors ça c'est une demande qui m'a été faite, je trouve qu'elle est intéressante. On m'a demandé de faire l'analyse des 40 actions du CAC 40 pour éventuellement trier les meilleures. Donc je vous donnerai mon avis là-dessus et ce sera la vidéo du week-end prochain. Donc le week-end prochain, je ne ferai pas la demande du coup des actions. A contrario, je ferai l'analyse long terme des 40 actions du CAC 40 et on essaiera de regarder ensemble
eh bien celles qui ont le plus de potentiel pour eh bien cette année 2026 qui s'annonce pour le moins chahutée, on l'a vu notamment ces derniers jours. Et puis on passe donc à l'actualité et au programme. On a un très lourd programme, on va se régaler, j'espère en tout cas. Moi en tout cas je vais me régaler, j'espère que vous aussi. Top Infop, on va revenir, hein. Il y a eu une avalanche de publications cette semaine et on va en aborder certaines, on va pas aborder que les publications, hein. Il y a d'autres actions qui ont fait l'actualité. On parlera de BNP Paribas, Dassault Systèmes, Air Liquide, Capgemini, Sopra, De Richebourg, Publicis, Arcelor, Orange, FDJ, Crédit Agricole, Sanofi, Sidetrade, Vinci, Thales, Engie, Carrefour, Amundi, très belle publication, Soitec, Sartorius, BASF en Allemagne et SAP en Allemagne. On parlera bien sûr de Veolia, Arkema, Median Technologies, Seb, Jeteren, Selectis, Genfitix, Fab, Sensorion, Valorec. On ira aux États-Unis avec bien sûr beaucoup d'actualités, Nvidia, SanDisk, Palantir, Ruber, AMD, PayPal, Salesforce, Google, Amazon et Novo Nordisk. Il y aura 5 titres à suivre. Alors là, ça a été compliqué de vous trouver des titres, mais j'ai passé un petit peu de temps. Je vous ai trouvé quelques titres très peu connus, à part un dont on a déjà parlé, ou deux, mais sinon très peu connus. C'est pas que des titres, évidemment, c'est pas des fondamentaux fantastiques, mais vous allez voir, ça peut vous intéresser. C'est les titres à suivre dans les prochaines semaines. Il y a un petit peu de spéculatif pour ceux qui aiment les valeurs nerveuses. Puis bien évidemment, on achèvera cette vidéo avec le screener Trend Following. Sans plus attendre et sans transition, je vais attaquer. Comme d'habitude, avant d'attaquer, je veux vous remercier chaleureusement. La vidéo le week-end dernier a encore fait des merveilles. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Merci 1000 fois pour eh bien, les partages sur les différents réseaux. Il y a beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui font le relais de cette vidéo. J'essaye de la faire de la manière la plus... à la fois de garder de l'humilité, mais si vous voulez, l'humilité ne doit pas être le poison de la transparence et de l'honnêteté. C'est-à-dire que en voulant des fois être humble et bienveillant, etc., parfois on ne dit pas des choses qui pourraient aider les investisseurs. On essaye de protéger un petit peu tout le monde, etc. Donc j'essaye toujours dans cette vidéo de trouver un équilibre. Des fois je le trouve, des fois je le trouve pas. J'en suis désolé quand c'est pas le cas. De trouver un équilibre entre ce que je pense vraiment, qui peut être dur à entendre, parce que ce sont des choses parfois que j'ai vécues à titre perso, que je vis encore à titre perso, voilà. Des échecs notamment. Et des fois, ces échecs-là à raconter ou à expliquer, ce sont des choses qui sont pas évidentes à entendre. Et donc des fois, on est obligé de le dire, pas avec violence, pas de violence, bien sûr que non, mais avec un petit peu plus de sincérité et en prenant moins de pincettes. Et donc parfois ça fait mal, ça peut faire réagir, c'est un petit peu le but aussi, sans aller jusqu'à la provocation, je suis pas quelqu'un comme ça, mais en tout cas, le but, toujours l'objectif de ces vidéos-là, si je passe 1h30 d'enregistrement, des heures avant et des heures après la vidéo, et tout ça pour, voilà, dans un but pédagogique, c'est surtout, même je dirais, pour vous faire avancer et moi potentiellement avoir des réflexions de mieux en mieux expliquées, de plus en plus abouties. C'est l'objectif principal. Si le jour où je me dis que j'aide plus personne grâce à ces vidéos-là, j'arrête de faire des vidéos hebdo, c'est tout. Je passe mon vendredi à faire autre chose, à trader et à être avec MTT, avec les gens du salon. Donc si je consacre mon vendredi à ça, c'est dans cet objectif-là. Donc j'espère que j'y arrive. Des fois, il arrive mieux que d'autres. Des fois, on est fatigué. Des fois, on a du mal à trouver les mots, surtout en fin de semaine. Mais j'essaye toujours, voilà, c'est mon objectif, sachez-le. Jamais un objectif... comment dirais-je, de dénigrer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Au contraire, l'objectif, c'est de vous faire prendre de la réalité des choses. Et surtout, l'objectif principal, ceux qui ont 10 ans, 15 ans derrière eux de marché, ce que je dis, ils le voient. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent les marchés depuis 1 an, depuis 2 ans, et qui ne connaissent malheureusement pas, c'est normal, la réalité des marchés. Et ce que je veux faire, toujours, c'est leur éviter ce que nous, les anciens, on a vécu. Et les anciens à 40 ans, il paraît qu'on commence à être vieux, c'est éviter, voilà, une partie, pas tout, parce qu'on peut pas tout éviter, mais une partie des erreurs que nous on a commis par le passé. Ok, c'était important pour moi, donc merci bien sûr encore une fois à celles et ceux qui font le relais, notamment les plus anciens sur la chaîne. On attaque avec d'abord, on va monter crescendo, hein, donc la saisonnalité, on arrive donc sur un mois de février un petit peu plus
volatile, on l'a vu, on n'est pas déçu sur les 6 premiers jours de février, on s'y attendait. On sait que le mois de février, notamment sur la tech, est un mois qui est difficile. Pardon, je ne vais pas décaler le rectangle rouge, mais vous avez compris, hein, on est ici. Donc, pour le moment, on a effectivement, on est là, hein. On est là, il faut bien le comprendre. Voilà, on attaque une période qui peut être plus ou moins volatile et on peut avoir une saisonnalité qui est plutôt mauvaise sur le mois de février. Il faut s'y attendre. Ça, c'est le point négatif. Le point positif, c'est que généralement, je dis bien généralement, mi-mars jusqu'à la fin du mois d'avril, voire même la fin du mois de juin, est plutôt une saisonnalité. Certes, il y a des périodes comme ici, toute la période de mai qui est un petit peu en zigzag, mais globalement, c'est plutôt favorable jusqu'au début de l'été. Ok, donc ça c'est le point positif. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir de la volatilité. Pour autant, ça peut être aussi sur certaines valeurs, à condition d'avoir un certain nombre de critères, on y reviendra. Ça peut être aussi des opportunités d'achat, notamment pour le swing trading et notamment pour les investisseurs plutôt courts, voire moyen terme, pour jouer des rebonds techniques. On verra pour les long termistes si sur certaines valeurs nous sommes déjà arrivés sur des opportunités ou pas. Donc cette saisonnalité-là, elle est grosso modo la même hein, sur le Dow Jones, voilà, pas mal de zigzags, pas mal de volatilité. C'est vrai également pour le Nasdaq, on l'a dit. C'est vrai également aussi pour le DAX, on l'a dit. Et c'est vrai également pour le CAC, qui se porte généralement un petit peu mieux dans cette période-là. D'ailleurs, on le voit, il est un petit peu plus solide. Malgré qu'on lui tape régulièrement dessus, il est plus solide actuellement. Donc ça, c'est quand même encourageant. Et d'ailleurs, je pense que actuellement, même depuis le début de l'année, même depuis la fin de l'année dernière, vous le savez, moi je trouve que le CAC s'en sort très bien, réagit mieux, est plus solide. Ça s'explique aussi de par la composition, il y a moins de valeurs de croissance, ce qui fait que actuellement devant les valorisations élevées de la tech, on a tendance à prendre des bénéfices, et comme je l'expliquais, mais je reviendrai sur l'épisode Microsoft, quand on prend des bénéfices sur la tech, on les prend un peu de manière générale et on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Hein, c'est le cas de le dire pour le coup, même si le bébé est joli, comme ça peut l'être pour certaines valeurs tech. Le problème, c'est que l'eau est sale, donc on jette tout en même temps et puis on verra plus tard. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est ça que malheureusement beaucoup de gens ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre, mais c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis un petit moment déjà, et c'est ça qu'on a malheureusement vécu encore cette semaine. Au niveau des publications, on a une semaine chargée, c'est pas fini, puisqu'on a eu les AMD, les PayPal qui nous a beaucoup déçus encore une fois, j'y reviendrai, Uber, Alphabet et notamment mon action préférée, Amazon, qui a largement corrigé hier, et notamment en aftermarket. On verra cet après-midi comment ouvre Amazon, mais on devrait ouvrir entre -5 et -10, donc ça fait quand même une correction qui peut être relativement importante. On n'a pas fini sur cette volatilité-là, puisqu'on va avoir, vous le savez, un mois de février là aussi relativement chargé, avec beaucoup de publications. Ça va accélérer encore les 3 prochaines semaines sur la France, la Belgique et les Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, on s'est permis, et ça a été une volonté de ma part, et je l'ai partagé sur les réseaux, de ne pas jouer la hausse du CAC 40 et des actions en début de semaine et fin de semaine dernière, car pour moi, je suis trop habitué, si vous voulez, dans ces périodes-là où il y a beaucoup de publications, de subir, même si le marché est costaud, etc., de subir, parce que oui, potentiellement l'indice peut se maintenir, potentiellement les indices peuvent même continuer à progresser, pour autant vous pouvez prendre des balles perdues à droite à gauche et vous faire massacrer. Vous y laissez potentiellement de la performance, c'est vrai, vous y laissez potentiellement de l'énergie à l'instant T, c'est vrai aussi, mais surtout, vous y laissez de l'énergie et potentiellement même du cash pour l'après. Et c'est ça que je veux dire, et c'est la raison pour laquelle pour moi actuellement en swing trading notamment, il faut rester à l'écart de ce marché et à l'écart de ces temps que j'appelle, notamment avec NTT, j'appelle ça des temps faibles. On est sur un temps faible de marché. Et je pense, je suis même convaincu, je suis même certain, je vais aller un petit peu plus loin, que parmi les qualités qu'un investisseur doit avoir, une des qualités qu'il doit absolument détenir, c'est celle de reconnaître des marchés en temps faible et des marchés en temps fort. Pour, dans les marchés en temps fort, être extrêmement agressif, c'est-à-dire ne pas avoir peur, ne pas se dire c'est un faux signal, c'est trop monté, etc., etc. Et à l'inverse, quand le marché montre des signaux
de difficulté. Pas forcément, encore une fois, dans la performance des indices, mais on le verra. Il y a plein d'actions, ça fait des semaines et des mois. Vous le savez sur la chaîne, ça fait des semaines, des mois déjà. À partir de la fin de l'été dernier, je vous disais, c'est bizarre. Il y a des actions américaines qui sont en train de casser des ranges par le bas, etc., etc. Certes, les indices sont encore très forts, mais il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se replier. Faites attention. Et notamment, je vous parlais de la similarité avec l'année 2021-2022, où on a vu d'abord plein d'actions qui avaient décroché. Je vous rappelle, quand certains me disent, oui, Microsoft, elle ne peut pas baisser de 30%, Meta, elle ne peut pas baisser de 40%, Netflix, elle ne peut pas baisser de 50%. Mais en général, les gens qui me donnent ces arguments-là, c'est des gens qui sont novices sur les marchés. Parce qu'il ne suffit pas d'aller bien loin sur les marchés financiers, il suffit juste de regarder les graphiques d'il y a 3 ans. Pas 30 ans, 3 ans. Et vous regardez le drawdown de Meta, de Netflix, je crois qu'on est de l'ordre de 70 à 80% entre fin 2021 et 2022 sur ces valeurs-là. Et sur Microsoft, on ne va pas être loin de 35 ou de 40%. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues et qu'on a déjà vues récemment. Donc là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vit dans un marché aussi où de plus en plus, vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre puisque vous êtes passionné des marchés, on vit dans un marché où on s'est énormément mondialisé. L'éducation financière, et c'est une bonne chose, a apporté également eh bien la lumière, je dirais, sur les ETF, et les ETF ont apporté des flux sur donc, les ETF et sur les valeurs qui composent ces ETF. Et les ETF, notamment américains, Nasdaq, S&P et même le World, un ETF monde, aujourd'hui n'est pas équipondéré. Pour l'immense majeure partie, ne sont pas équipondérés. Ce qui fait que quand vous avez des pondérations comme des Amazon, des Microsoft, des Nvidia dans des ETF, eh bien même si votre Microsoft, Amazon et Nvidia sont potentiellement pas hyper survalorisés par rapport à d'autres valeurs qui composent cet ETF, lorsque vous vendez votre ETF, vous vendez en majeure partie du Microsoft, du Nvidia et du Amazon. Et donc, c'est une question de flux, si vous voulez. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer au travers de mes différents posts et de mes dernières vidéos, notamment hebdo, c'est que vous pouvez trouver des valeurs qui sont potentiellement pas si chères que ça par rapport au reste du marché, des valeurs quali, comme Microsoft. Et pour autant, si elles s'inscrivent dans un marché qui est lui-même cher, avec des valeurs autour qui sont elles-mêmes trop chères par rapport à ce qu'elles sont réellement, si la pondération de ces belles valeurs-là est importante, vous vous faites massacrer, parce que si le Nasdaq tout à coup se met à perdre 15%, eh bien ça voudra dire que majoritairement des actions Microsoft seront vendues. Et la semaine dernière, on avait un échange. Bon, c'est dommage de faire exprès, entre guillemets, de ne pas comprendre. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à 440, potentiellement, oui, Microsoft pouvait être une opportunité. Mais pour moi, ça n'en était pas forcément une, car elle s'inscrivait dans un marché qui lui-même était cher. Vous prenez un exemple très simple. Et après je fermerai la parenthèse, mais je le redis et j'essaye de l'expliquer de la manière la plus claire possible. Vous savez, l'investisseur modèle de la plupart des gens qui se mettent à la bourse, qui sont passionnés des marchés financiers, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, il a toujours acheté, alors souvent, pas toujours, moins les dernières années, mais historiquement, il a souvent acheté des actions de décoté, ça c'est vrai, mais il les a souvent achetées dans des marchés baissiers. Voilà. Parce que lui-même était, j'imagine, convaincu que acheter des actions de décoté, c'est bien. Acheter des actions de décoté dans un marché qu'il est lui-même, c'est encore mieux. Et c'est là que vous allez générer de la performance à long terme. C'est pas la qualité de votre analyse. C'est ça qui est, d'ailleurs, c'est assez... j'avoue que c'est dommage et ça fout un peu les boules. C'est pas la qualité de votre analyse qui fait la différence. C'est la patience. C'est la patience qui fait la différence entre un investisseur qui va performer et un investisseur qui va immensément performer. Parce que je vous prenais l'exemple de, encore une fois, de Microsoft. À 440, quand elle a ouvert, je ne sais plus, c'était jeudi dernier, c'était l'affaire du siècle. Et effectivement, tout le monde s'est jeté dessus à 440. Sauf que depuis, en une semaine, elle a perdu 15% de plus. Ce qui signifie que
ou 13% de plus, bref, vous avez compris. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que vous avez perdu non pas 13 ou 14%, mais en réalité vous avez perdu 17% de performance. Car pour revenir à la performance, et pour regagner les moins de 13, vous allez devoir faire certainement 16 ou 17%. D'accord? C'est mathématique. Quand vous perdez 50%, il vous faut faire 100% de performance pour revenir à la performance initiale, pour revenir à votre prix. Donc, vous imaginez en une semaine, parce que vous n'avez pas fait preuve de patience et vous n'avez pas attendu les niveaux clés, ben vous avez perdu potentiellement 16, 17, 18% de performance. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, je suis convaincu, parce que je l'ai vécu, comme vous, comme notamment les jeunes, et là, surtout aux jeunes investisseurs. Je suis convaincu que la différence, elle est là. Elle est dans le fait d'être extrêmement patient et d'être exigeant. C'est-à-dire, une bonne affaire ne suffit pas. Il faut presque une anomalie boursière lorsqu'on veut rentrer sur une valeur. Voilà. Si vous enchaînez les rentrées dans vos portefeuilles d'anomalies boursières, vos performances vont être décuplées. Et des fois, moi je le sais parce que j'ai fait cette erreur-là, de FOMO, ça baisse de 10%, ça vaut le coup, j'y vais, etc. etc. Et malheureusement, mes performances ont été altérées par rapport à ça. Parfois, le fait d'attendre une semaine, un mois, 6 mois, eh bien certes, votre portefeuille pendant 1 mois, 6 mois ne va pas progresser. Donc vous avez l'impression pendant que le marché augmente que vous ne faites rien. Mais si vous avez la patience d'attendre le point clé et le bon moment, votre performance perdue en 6 mois va être rattrapée sur les 5 ans à venir. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous devez être vraiment un sniper, notamment pour les investisseurs long terme. Il faut mêler à la fois l'analyse fondamentale, les valorisations d'une action individuelle. Ça, franchement, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, la majeure partie des investisseurs et des jeunes investisseurs le font très très bien. Hein, très très bien. Il faut ensuite faire un minimum d'analyse technique. Je sais que certains fuient l'analyse technique, mais c'est une erreur grave de fuir l'analyse technique, parce que fuir l'analyse technique, c'est dire les prix ne servent à rien en fait. Ça veut dire que les gens achètent des prix au doigt mouillé. Mais non, les gens n'achètent pas des prix au doigt mouillé. Quand vous allez au supermarché, la première chose que vous regardez avant d'acheter quelque chose, c'est le prix. Donc ça prouve bien que le prix est important. Et le prix, c'est ce que vous voyez sur les graphiques. Donc, si vous êtes convaincu que l'analyse technique, ça ne sert à rien, ça veut dire que vous êtes convaincu que les prix ne servent à rien. Et pour moi, c'est une erreur essentielle, puisque les prix retracent forcément la psychologie des foules. Et enfin, donc, analyse fondamentale, minimum, je ne dis pas du trading, hein, minimum d'analyse technique. Et enfin, troisième partie, troisième élément, qui est malheureusement oublié, c'est le contexte global. Dans quel environnement économique vous êtes, c'est la raison pour laquelle on passe toujours un petit peu de temps dans ces vidéos. Dans quel environnement économique vous évoluez? Quelles sont les valorisations générales dans lesquelles vous évoluez? Et enfin, quelles sont les pondérations et les flux financiers, notamment au travers des ETF, qui sont pour moi aujourd'hui devenus un élément essentiel. Ok, voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur cette partie-là, mais pour moi, c'était vraiment essentiel de l'aborder. Le sujet de cette vidéo, c'est de faire justement un petit peu un point. Alors évidemment, il y a eu tellement d'éléments cette semaine qu'on pourrait faire une vidéo de 5 heures. Rassurez-vous, on ne va pas le faire. Mais on va quand même aborder un certain nombre de sujets. D'abord, à cause d'un nouvel outil d'IA, Capgemini et Publicis sont plongés cette semaine de 9% en bourse et Téléperformance a chuté de 6%. Donc là, ça a fait mal. Hein. La startup américaine a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'avocats d'automatiser des tâches, ce qui a malmené l'ensemble des titres sensibles au risque de disruption par l'IA ce mardi. À elle seule, la startup américaine Anthropic a provoqué de violentes corrections sur les marchés ce mardi. J'ai mis ce mardi 3 décembre, c'est pas du tout ça, évidemment. C'est le 3 février. À cause de l'annonce, nouvel outil d'optimisation d'IA qui a révélé le spectre d'une réduction des modèles d'activité de nombreux groupes. Et évidemment, cette fonctionnalité vise les cabinets d'avocats, on l'a dit, les départements légaux, en les aidant à automatiser leur process. Du coup, des valeurs comme RLX et Walter Kluwer, eh bien,
ont plongé de plus de 12% et plus de 14% respectivement, même si ces outils ne vont pas sur le même segment que le leur. Soprasteria également, tous les groupes considérés comme des victimes de l'IA souffrent, on l'avait vu, Téléperformance était un prémisse, il y a de ça plusieurs mois déjà, mais on l'a vu cette semaine et on en verra certaines, d'autres valeurs, notamment sur le CAC, ont souffert. Morgan Stanley écrivait qu'il existe un scénario crédible de disruption donc dans le secteur de services informatiques liés à la pression sur les prix et à la désintermédiation de certains domaines de services. Pour faire simple, en gros, aujourd'hui, le marché se dit que peut-être que l'IA va remplacer beaucoup d'entreprises de services du numérique, et ça, potentiellement, ça peut faire extrêmement mal. C'est la raison pour laquelle ce marché-là, évidemment, souffre. Le paradoxe de ce marché-là, c'est que l'IA pourrait flinguer la tech. C'est ça le paradoxe, flinguer une bonne partie du pan de la tech. Et donc le marché est en train de comprendre ça. Je vais avoir là pour le coup l'humilité de reconnaître que je ne sais pas. Je sais pas si vraiment l'IA va tout remplacer. Je pense qu'à terme quand même, oui, une grande partie. Mais par contre, est-ce que le marché à court terme ne va pas un peu trop loin? C'est possible. Ce que je sais aussi, c'est que quand un marché décide d'avoir une psychologie et déterminé sur un avis, tant qu'on ne lui prouvera pas par A plus B le contraire, il restera là-dedans. Donc il faut faire quand même attention. Et à minima sur ces valeurs-là, lorsque vous jouez des supports, etc., peut-être attendre des signaux de reprise. Donc ça, c'était d'abord l'actualité de la semaine. Et puis évidemment, l'actualité de la semaine, ça a été les publications. Des publications de valorisation qui ont montré pour moi encore, malgré tout, malgré de belles publications, des valorisations élevées. On a vu AMD, on a vu Palantir, on a beaucoup de valeurs, vous le verrez, qui sont en train de construire des tops. Mais ça, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé. Alphabet également, magnifique publication, vraiment très belle publication, excellentissime publication. Voilà, on voit quand même que la progression est fabuleuse. Tiens, Loris avait partagé cette infographie-là. C'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Amazon, mon action préférée hier, a légèrement déçu, avec notamment les bénéfices par action. Mais voilà, c'est quand même des publications spectaculaires. Uber, publication coup-ci coup-ça. On verra également le graphique. Novo, qui a énormément déçu. On verra également le graphique. On s'attendait à un repli. On l'a. De nouveau, maintenant, ce qui va m'intéresser, et on le verra en fin de vidéo, du moins dans la deuxième partie, la partie américaine, on verra globalement ce qu'il faut attendre désormais sur Novo. Ok ? Mais pour moi, c'est pas totalement encore Novo, c'est pas encore totalement mort. La semaine prochaine, vous aurez pas mal de publications. Je vous en ai mis comme ça. J'espère que ce sera visible sur vos téléphones ou sur vos tablettes, ou sur vos écrans en tout cas. Donc il faut être très attentif là-dessus. Il peut y avoir des modifications rares. Je crois même il n'y en a pas de site boursier qui donne 100% de bonnes dates, donc faites attention à ça, n'hésitez pas à aller sur les sites directement des entreprises concernées que vous avez en portefeuille pour aller vérifier les dates. Donc il y a 2 tableaux pour la semaine prochaine. Là je suis sur les valeurs françaises, néerlandaises et belges, mais évidemment les valeurs américaines également vont être massives. Quelques dividendes la semaine prochaine, avec normalement Excel Industrie et Moulinvest. Et puis sur la partie éco, donc sur la partie éco, là où effectivement c'est assez intéressant, c'est de voir que effectivement on a un Nasdaq qui a quand même pas mal corrigé. D'accord, donc voilà, on a le pourcentage donc, de valeurs qui sont au-dessus, qui sont, on va dire, en zone de survente. Je ne rentre pas dans le détail du RSI, pour ceux qui connaissent l'indicateur, mais voilà. C'est souvent des zones, effectivement, où on peut avoir des replis, attention, pas tout le temps, ou du moins, le RSI est un indicateur de survente, mais pas un indicateur de point bas, malheureusement. Mais ça peut aider, par contre, pour un certain nombre de détails. J'en parlerai, d'ailleurs, dans une newsletter, notamment sur les cryptos. Bref, donc voilà, on a un marché, oui, qui à court terme est survendu, mais n'oublions pas
qu'on a un marché, alors là, il y a une belle bougie rouge qui est apparue, mais voilà, mais on a un marché qui, globalement, pour moi, hein, notamment sur le S&P 500, est dans une tendance haussière toujours, hein. Alors certains me disent aussi sur les réseaux, Tino, est-ce qu'on est dans un marché baissier? Non, non, on n'est pas dans un marché baissier, du moins pas à long terme. Quand vous voyez ce graphique-là, même si voilà, vous êtes dans un marché éventuellement neutre si vous cassez le range, et baissier si vous passez sous les 5000, donc il y a de la marge, hein, avant de parler de marché baissier long terme. Ce qui est un petit peu, en revanche, étonnant, c'est que vous avez beaucoup d'insiders qui vendent, hein, pas mal. C'est du jamais vu depuis 2021. Tiens, tiens. Et ce qui est intéressant également, c'est que sur la fin d'année 2025, eh bien, vous avez eu très peu de shorts. En même temps, beaucoup de shorts se sont fait dégommer, beaucoup de positions vendeuses se sont fait dégommer, notamment sur le dernier trimestre 2025, où on a eu une belle accélération sur certains marchés. Et donc, voilà. Et donc ça aussi, il faut comprendre que le marché se sert aussi de ces flux-là pour bouger. On a différents indicateurs qui montrent que, ben voilà, on a été sur un mois de janvier où on était bullish, très bullish, peut-être un peu trop bullish. Et il y a quelque chose que je veux vous montrer également qui est hyper intéressant. C'est un graphique qui a été partagé sur les réseaux par Loïc Abadi, et Loïc eh bien, faisait le comparatif. Vous avez deux graphiques qui comparent ici la relation entre un ETF Nasdaq, oui c'est Nasdaq hein, je crois, et tout simplement ici portefeuille, un ancien pas un ancien, pardon, fonds actif, je crois qu'il est actif celui-là, value hors entreprise américaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'après des années et des années effectivement de baisse, hein, avec bien sûr des rebonds, tout ça, ben là, on a une sorte de tasse avec anse qui pourrait éventuellement se former. On est en train de jouer notamment, effectivement, avec le haut de cette ligne de coup. Donc est-ce que finalement, et vous savez ce que j'en pense, on n'est pas en train de retourner effectivement eh bien, les flux financiers, et on avait déjà vécu, vous le savez, en 2025, une partie de la rotation sectorielle. Est-ce que 2026 n'est pas l'année du plein cœur de cette rotation sectorielle? Je pense que ce graphique nous en dit long quand même. Donc il va falloir aussi être agile, changer de logiciel, comprendre que ce marché a besoin aussi sur certaines valeurs de prendre des bénéfices et sur certaines valeurs de revaloriser, parce que ça fait des années que ce sont des secteurs qui ont été boudés par les investisseurs. Tout ça évidemment dans un cadre, on l'a vu, où encore une fois, il y a de plus en plus de difficultés sur le secteur de l'emploi, notamment américain. On sait que les indicateurs économiques, on l'a vu ici en orange, sont en train de se dégrader depuis déjà 2 à 3 ans, compensés évidemment par l'argent, compensés par la baisse des taux, etc., etc. Mais à un moment donné, il est possible que ça ne suffit plus. Même si Trump a mis des droits de douane, même si tout ça, pour essayer de ralentir et d'essayer de repousser à plus tard, il faut comprendre que si la dégradation de l'emploi américain se poursuit dans les semaines et les mois à venir, le marché américain sera devant de grandes difficultés. Même la tech américaine sera devant de grandes difficultés. On le voit, même les géants de la tech licencient actuellement pas mal de personnel. Donc attention de bien vérifier ça, d'autant qu'on le sait, le marché a énormément valorisé les 7 magnifiques par rapport au reste, et donc là aussi il faut comprendre qu'il peut y avoir un juste retour des choses. Ce qui a été inquiétant le week-end dernier aussi, c'est effectivement la prise de bénéfices sur les métaux précieux. Les métaux précieux, évidemment, on pense à l'or en numéro 1, on pense beaucoup au silver, qui a un aspect beaucoup plus volatile. Et là aussi, c'est toujours la même chose. Lorsqu'il y a beaucoup de gens qui parlent tout le temps que de la même chose, notamment sur l'argent, sur les réseaux sociaux, là aussi beaucoup de novices, ça ne peut pas baisser, la demande de silver est énorme, etc., etc., etc. Attention, derrière, il peut y avoir des corrections massives et vous pouvez vous faire défoncer. C'est exactement ce qui s'est passé puisque le silver a perdu 40% en 24 heures.
Donc attention là aussi, et attention de ne pas croire que cette baisse immense de 40% est forcément une opportunité d'achat à long terme. Pas forcément. Ce que j'aime bien, moi, vous le savez, c'est qu'on revienne toucher des niveaux clés. J'ai le niveau là, ici, là, très travaillé, par exemple, des 55, par exemple. C'est vrai qu'on a un petit support ici aux alentours des 70, mais j'aime bien ce niveau-là. Et après, ce que je veux voir, c'est de la construction. Je veux que le momentum baissier ralentisse et je veux derrière que le marché construise des phases de range, de bisodescendance que vous voulez, les volumes ralentissent et derrière, paf, après une phase d'accumulation, on casse par le haut. Et là, on a notre signal technique potentiel à exploiter pour pouvoir jouer la relance de l'actif concerné. C'est vrai pour le silver, c'est vrai pour l'or, c'est vrai pour tous les actifs, de toute manière. Tout ne va pas bien, vous le savez. Alors on a bien évidemment un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui se félicite de la création des entreprises, etc. Il se félicite moins évidemment des défaillances, qui sont sur des niveaux records, supérieurs à ce qu'on avait vécu, notamment en 2008-2009. Donc là aussi, malheureusement, de toute façon, vous le voyez autour de vous, on va pas jouer des innocents, on voit tous autour de nous que notre pays est en difficulté, on voit tous autour de nous, pas besoin d'avoir un bac plus 8 en analyse économique pour comprendre que voilà, on a voté un budget, pardon, on n'a pas voté, on a passé un budget au 49.3 à l'arrache avec beaucoup de mesures handicapantes, notamment pour l'économie. On a augmenté, encore une fois, les impôts, contrairement à ce que le Premier ministre nous raconte, puisque notamment les impôts sur le capital a été augmenté, sur les revenus du capital. Et pour autant, on va arriver péniblement à une dette qui est record. Donc on va même pas potentiellement réduire la dette, on va essayer de la stabiliser. Donc avec tous les sacrifices qu'on va faire. Donc tout ça aussi fait que les entreprises vont avoir du mal aussi toute l'année 2026 à s'en sortir. Surtout si autour de la France, d'autres pays sont dans de graves difficultés. Et notamment aux États-Unis. Ce qui m'amène à penser, mais ça vous le savez, puisqu'on en parle déjà depuis 6 mois, qu'on va avoir pour moi des années à venir qui vont être beaucoup des années, j'adore ce terme, je sais, des années de zigzag. Parce que pour moi, le marché a valorisé le meilleur des mondes. Dans ce zigzag, il y aura des bonnes nouvelles. Dans ce zigzag, pourquoi pas des fins de guerre, des choses comme ça. Dans ce zigzag, il y aura des mauvaises nouvelles. Et je pense, moi, à terme, et c'est ce que j'ai dit encore une fois, je me suis fait critiquer sur les réseaux, je dis, ouais, la Big Tech, vous regardez la performance de la Big Tech depuis 6 mois, globalement, avec même le taux de change, vous n'avez pas fait grand-chose, quoi. Vous n'avez pas fait grand-chose, il y a beaucoup de valeurs qui se sont retournées à la baisse. Je pense que ça va durer, ce zigzag-là. Ça va devenir un marché, c'est un marché, c'est pas ça va devenir. On vit aujourd'hui un marché de stock pickers. D'ailleurs, les stock pickers, depuis le début de l'année, depuis quelques mois, font des très belles performances, meilleures que les indices. Ils en sont, pour certains, je reçois les messages, les premiers étonnés, mais parce que, justement, ils vont chercher des niveaux clés à des valorisations intéressantes. C'est pour ça que vous allez générer de la performance. Mais globalement, pour moi, sur les indices, il y a fort à parier qu'on va continuer à vivre ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire, et sur la Big Tech, puisque la Big Tech est massivement pondéré dans ces indices-là, vous allez certainement avoir des portefeuilles qui vont zigzaguer. Ok. C'est vrai également parce que l'année de mid-election year en élection électorale américaine est une année beaucoup en zigzag, donc je pense qu'on va vivre ça, avec certainement beaucoup plus encore de volatilité, ce qu'on disait entre avril et septembre, donc ça aussi il faut s'y intéresser, le post-avril, on peut avoir cette période, je pense qu'on aura cette période à minima de rebond sur beaucoup d'indices, etc., sur la période mi-mars, avril, etc., et après derrière, ça risque d'être compliqué. Le scénario, vous l'avez, puisque c'est un scénario qu'on avait évoqué. Je vous avais dit, voilà, la fin de l'année et le début de l'année, la fin de l'année 2025, début de l'année 2026 seront potentiellement positifs. Et à partir, notamment, du premier trimestre et fin du premier trimestre, on aura certainement beaucoup plus de difficultés avant d'avoir du mieux, potentiellement, à la fin de l'année. Certains font une erreur également. Alors, on a
plusieurs profils, évidemment, qu'on voit à travers les investisseurs. Vous avez ceux qui, à la moindre baisse, achètent tout et n'importe quoi. Donc eux, malheureusement, sans contextualiser, etc., donc, eux, il y a fort à parier qu'ils peuvent... en tout cas, je ne sais pas ce qui va advenir dans le futur, mais eux, ils se mettent en danger parce que si tout à coup, ils font all-in sur la moindre petite baisse, ben, si le marché se met à corriger plus, ils vont se faire massacrer, ils vont très mal le vivre. Et à l'exact opposé, il y a ceux qui disent « Ouf, ce marché, il est pourri, moi, je ferme l'ordinateur, je reviendrai quand ça ira mieux. » Et eux, à l'exact opposé, ils font une erreur monumentale, c'est-à-dire qu'ils vont louper des opportunités actuelles et à venir. Voilà. Et ils reviendront quand le marché fera des nouveaux plus hauts, éventuellement dans un an, et ils diront « Ah mince, j'ai loupé les opportunités avec des PER moins chers, avec des machins, etc. » Je pense que, encore une fois, en toute transparence, en toute humilité, je pense que la vérité, en fait, elle est entre les deux. En fait. Elle est entre les investisseurs passionnés, passionnants aussi, qui font des analyses intéressantes, et juste. Et en même temps, ceux qui vont dire, ok, c'est vrai que le marché est compliqué, est devenu compliqué, mais s'il est compliqué, c'est parce qu'il est volatile, voire baissier, voire les deux, et donc c'est source d'opportunité pour moi. Et clairement, et on le voit déjà maintenant, on commence à avoir des opportunités qui commencent à arriver petit à petit. Il faut comprendre que les opportunités long terme, c'est pas comme du swing trading. Quand vous tradez à court terme ou à moyen terme, en intraday, alors en intraday, c'est un feu d'artifice, hein. Il y a autant d'opportunités que d'actions. En swing trading, ça dépend des flux. Quand vous avez des flux haussiers, en général, vous avez des belles opportunités. Et sur le long terme, c'est quand il y a des marchés baissiers forts. Et les marchés baissiers forts, c'est pas tous les 4 matins quand même, hein. Il faut savoir que je crois que 2/3 du temps, les marchés sont au-dessus de leur moyenne de valorisation. En gros, si vous avez une moyenne de valorisation avec des PE de, je sais pas, je vais dire 20, eh ben les 3/4 du temps, le marché est au-dessus. Donc c'est assez rare finalement les moments où un marché est sous-valorisé. Et donc ces moments-là, ils sont rares, ils sont précieux et il faut les saisir. Ok ? Ce qui signifie encore une fois que moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir potentiellement une surperformance, notamment des stock pickers, et notamment des fonds actifs, contrairement à ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Au niveau de l'actualité, et on va passer à l'analyse des actions, il y en a pas mal. Donc, pour rappel, vous pouvez vous inscrire, donc bien sûr, à la table des investisseurs, à la newsletter qui est gratuite. On a eu, vous le savez, cette semaine, le suivi du portefeuille Forteresse. Merci beaucoup d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de messages. Cette semaine, c'est là où on voit aussi la capacité d'un portefeuille résilient en automatique de faire étonnamment mieux, d'ailleurs je dis bien étonnamment, notamment sur la version DCA, faire mieux que le S&P 500, sans le taux de change en plus. Donc voilà, et on a un portefeuille, l'UMSEMP, qui depuis le 5 novembre 2024 fait plus 14, c'est absolument exceptionnelissime. Voilà, et avec un drawdown qui a été extrêmement faible lors des périodes de baisse. Donc on va voir s'il y a des baisses supplémentaires sur les marchés. Là, pour le coup, comment va se comporter le portefeuille. En tout cas, vous pouvez bien sûr recopier ce portefeuille, il est gratuit, il suffit, encore une fois, de vous inscrire à la newsletter. Cette semaine, vous allez avoir la fameuse et très attendue, je le sais, la lettre mensuelle institutionnelle, avec les différentes thématiques, bourse, crypto-monnaie, gestion privée, matières premières et immobilier. C'est une newsletter exceptionnelle ce mois-ci, vraiment, pour le coup, j'ai passé... des jours et des jours à la travailler, à récupérer aussi les informations des institutionnels. Vous aurez une première partie sur la bourse avec Air Liquide, avec l'analyse de Hibou. Donc pour voir si Air Liquide au prix actuel est justifié ou pas. Vous aurez la partie gestion privée, partie hyper intéressante sur les options qui renforcent la protection d'un patrimoine de long terme en gestion privée. Vous aurez Quentin sur la partie crypto, Quentin le directeur France de Bitvavo sur comment réagir finalement dans des marchés baissiers. Vous aurez Jean-François Faure, le CEO de aucoffre.com qui viendra donner la place à donner justement à l'or dans un portefeuille patrimonial. Et enfin, vous aurez une partie immobilier un peu innovante, puisque c'est une partie qui vous permettra de faire une visite en 3D. Donc c'est super intéressant avec les travaux qui ont été faits, un avant, un après, dans les différents biens immo. Donc voilà, franchement, une newsletter exceptionnelle. Elle était longue à rédiger, mais elle était
je pense, passionnante à lire, en tout cas pour ceux qui ont testé, parce que je fais toujours relire avant de vous l'envoyer, ceux qui ont testé l'ont trouvé passionnante. Voilà, donc pour rappel, cette table des investisseurs, cette newsletter est 100% gratuite. On passe, si vous le voulez bien, à l'analyse, bien entendu, des marchés financiers. Nous sommes d'abord avec, bien entendu, l'analyse du CAC 40, et c'est un CAC 40 qui, vous le voyez, est toujours en tendance haussière de long terme. Vous commencez toujours par l'analyse mensuelle, vous regardez où les cours se situent et surtout l'orientation de la moyenne mobile à 10 périodes, ici à 10 mois, quand vous avez M, c'est du mensuel. Et donc, à ce stade, pour moi, la tendance de long terme sur le CAC 40, elle est inchangée, c'est une tendance haussière. Ensuite, vous faites la même analyse, mais là, vous passez sur une unité de temps moyen terme. Toujours mettre une relation, une tendance en face d'une unité de temps. Sur une unité de temps hebdomadaire, je dirais qu'on est quand même plutôt haussier, puisqu'on est légèrement au-dessus, mais surtout, on a encore... Alors, c'est pas fou, hein, c'est pas un trend de fou, mais c'est vrai qu'on est quand même en tendance haussière de moyen terme. Et enfin, à court terme, voilà, on est toujours, là aussi, en tendance haussière. La semaine dernière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui est toujours haussière. La semaine dernière, on parlait de cette réduction de volatilité-là. On disait, ce qui serait intéressant, c'est de voir la cassure. De voir si on casse par le haut, et à ce moment-là, l'objectif, ce sera de retrouver les plus hauts historiques. Si on casse par le bas, l'objectif, ce sera de retrouver les 7800. On a cassé par le haut. Donc, on casse par le haut. On va tenter le pullback. Ce qui va être très intéressant, c'est la réaction ici, là-dedans. Si dans les 2 à 3 prochaines semaines, parce que ça peut nous amener tout ça à peut-être au 20 février, hein, donc les 2-3 semaines de publication, si là-dedans on arrive à tenir toujours ce support oblique, c'est le support oblique en vert qui détermine la tendance haussière, on casse le support oblique en vert, on passe pas de haussier à baissier, on passe de haussier à neutre, puis ensuite sur rupture de on va dire des 7850, là on passe baissier, mais toute cette partie-là c'est de la neutralité, voilà, le bearish il est là. Mais malgré tout, mon scénario principal, ça reste encore que tant qu'on est au-dessus, ça reste encore d'aller chercher, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et c'est seulement après que je m'attends éventuellement à de la baisse. Voilà le scénario principal que j'ai en tête pour le CAC 40. Sur le CAC Small, attention, sur le CAC Small, on est, vous le savez, arrivé sur des zones... d'ailleurs, on perd 2% aujourd'hui, voilà. Tout ça, ça a été montré. Reprenez toutes les vidéos semaine après semaine. On avait dit là-dedans, l'objectif, on avait tracé la flèche, l'objectif c'était de retrouver des plus hauts et revenir là. Mais là-dedans, on avait dit, attention, vous pouvez avoir de la volatilité. C'est exactement ce qui se passe. À court terme, on avait un petit canal haussier. Regardez ce qu'il est en train de faire, ce canal haussier. Ok ? Il est en train de casser par le bas. Attention, on n'a pas retourné la tendance haussière. Pas du tout. On retournera la tendance haussière pour moi. On passera de haussier qu'on est ici à neutre seulement si on casse ici les 16 500 points. À partir de quand on casse en revanche la tendance neutre, voilà. Pour moi, c'est très simple. Encore une fois, haussier, neutre et baissier. Sous les 15 000, là par contre, vous passez baissier et là, attention, gros danger. D'accord ? Donc tant qu'on reste au-dessus des 16 500, on reste du bon côté. On passe sous les 16 500 jusqu'à 15 000, on passe à neutre. Et en dessous, on retourne les tendances. Et là, gros danger sur les marchés financiers. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les baisses qu'il y avait eu derrière les niveaux ici touchés en 2007, en 2017, en 2022, derrière ici, on a eu des baisses jusqu'à 65%. Ici, on a une baisse jusqu'à 52%. Ici, on a une baisse jusqu'à 38-39%. Donc, on peut avoir très bien une baisse ici jusqu'à 30% sans aucun problème. Et là, si on revient sur ce niveau-là, notamment la zone des 13 000, ça deviendra une opportunité d'achat long terme. Long terme. Ok ? Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il est rare, sauf événements, Covid, etc., il est rare que les tendances se retournent tout à coup. En général, ça a été le cas, là, 2007-2008, ça n'a pas été trop le cas, mais là, ça a été le cas, en revanche, vous voyez, 2017, on a construit ici une période de réduction de volatilité, ça a été le cas en 2021, on a construit une période de réduction de volatilité, voilà, et là, on peut avoir une période où on construit une réduction de volatilité. Et si cette réduction de volatilité-là, tout à coup, lâche, vous avez le retour qui se fait. J'entends déjà ceux qui disent c'est pas possible, blablabla, blablabla. Regardez par le passé ce qui s'est passé. Même si vous êtes novice sur les marchés, les graphiques, ils sont accessibles à tous. Regardez ce qui s'est passé par le passé et partez du principe que ce qui s'est déjà produit peut se reproduire, à minima, voire même peut être pire.
D'accord. Si vous partez sur ce principe-là, vous aurez beaucoup moins de surprises et vous saurez saisir les opportunités. Encore une fois, la différence entre un bon investisseur et un investisseur moyen, le travail de préparation, et surtout que l'investisseur performant, il a tous les scénarios en tête. Et le truc du dire c'est pas possible ne fait pas partie de son répertoire. Microsoft ne peut pas baisser de 30%, ça ne fait pas partie de mon répertoire. Meta ne peut pas baisser de 50%, ça ne fait pas partie de mon répertoire. Netflix ne peut pas baisser de 70%, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Du moment où vous partez de ce principe-là, je peux vous assurer que vos performances de manière naturelle vont largement augmenter. Ok, si vous le voulez bien, on passe aux actions. Alors il y en a beaucoup, hein. BNP Paribas, on s'attendait à un plus haut historique, ça a été fait. Sur BNP Paribas, magnifique, voilà, cadeau, vraiment cadeau, hein, BNP Paribas, extraordinaire. Donc, d'ailleurs, je vous mettrai en lien la vidéo sur les produits structurés, sur le produit structuré BNP Paribas, je ne sais plus, à 9% je crois, avec une avance quasiment garantie. Donc voilà, là pour le coup, bravo à Euritial Gestion Privée encore qui a des performances incroyables. Donc voilà, maintenant, on aura forcément, lorsqu'on casse un top, vous avez des prises de bénéfices. Est-ce que c'est le moment maintenant d'investir sur BNP Paribas? Je peux me tromper, mais pour moi, la réponse est plutôt non. Vous avez Dassault Systèmes qui a beaucoup souffert également, et on arrive enfin dans cette zone voilà, qu'on attendait. Donc la zone des 20 euros, voilà, on n'est plus très loin, hein, elle est à combien? 22, voilà, on y arrive petit à petit. Il y a deux scénarios potentiels, hein. Ceux qui veulent attendre effectivement une réaction et ceux qui veulent payer. Moi je pense que Dassault Systèmes quand même sur les 20 euros ça commence à être intéressant. Gardez un petit peu de cash au cas où on descend vers les 15. Mais oui, ça commence à être intéressant. Maintenant, oui, il y a un risque aussi. C'est la raison pour laquelle dans un portefeuille long terme, il faut le pondérer. Air Liquide, l'analyse technique, ça marche pas. Mais enfin, quand même, quand on arrive sur des niveaux petit à petit plus intéressants, ça commence à rebondir. On le voit. Pour être complètement transparent, moi, j'attendais plutôt, c'est ma gourmandise, plutôt sur les 150 pour un premier achat. On les a pas touchés. On a repris tout de suite 10%. Ça peut être qu'un rebond. Moi, j'imagine bien que ça, c'est un rebond pour revenir minima ici dans la zone des 150. On verra. Après, est-ce que cette zone sera le point bas et qu'on repartira en tendance haussière ou est-ce qu'à contrario, on continuera la baisse pour revenir là? Évidemment, ça dépendra, encore une fois, malgré la qualité des Air Liquide, ça dépendra des marchés autour. Si votre CAC 40 perd 20%, Air Liquide est une action magnifique, mais vous inquiétez pas, elle viendra sur le deuxième support également. Il n'y a rien à dire. Hein. Ensuite, vous avez du Capgemini. Alors, Capgemini, j'avais des craintes, hein. Vous le savez, voilà. Reprenez tout ce qu'on disait, hein. Je vous disais, attention, le pullback ici me gêne, il y a des mèches, etc. On risque de revenir là, et là, ce sera éventuellement quelque chose d'intéressant. Aux alentours des 110, puis aux alentours du support oblique. Encore une fois, la patience, là aussi, fait la différence. Et vous pouvez analyser aussi bien que vous voulez Capgemini, quand vous avez des annonces comme il y a eu cette semaine, malheureusement, bien vous avez des sanctions. Donc, Capgemini, potentiellement un premier achat aux alentours des 105, 110 et deuxième achat, on verra à proximité du support oblique, potentiellement aux alentours des 85 euros. Soprasteria, ça m'intéresse, je l'avais loupé sur le bas de canal il y a quelques mois. Voilà, vous dites moi ce qui m'intéresse c'est cette zone-là. Donc là aussi vous voyez on a fait un gros rebond, hein. On a fait un gros rebond, c'est un rebond de 30%, c'est énorme. Et derrière, eh bien, on a une belle bougie mensuelle là en cours. J'attends. Voilà, minimum, pour moi, voilà, les deux zones, elles ont été tracées il y a quelques mois déjà. Hein. La zone, voilà, 100, 112, 110, quelque chose comme ça. Et la deuxième, 50. Voilà, un petit peu ici, potentiellement, et un petit peu là, potentiellement. On verra. Pour le reste, trading, je laisse tomber. De Richebourg qui ne cesse, alors elle, DBG, qui ne cesse de nous surprendre. Magnifique, voilà, elle continue, hein, regardez, paf, c'est extraordinaire, on en avait parlé, donc je vous avais proposé l'achat, c'était fin novembre, donc c'était par là, et depuis, donc sur le live, hein, je l'avais dévoilé comme conviction, depuis c'est 40% de performance, voilà, magnifique. À titre perso, on l'a même reprise ici en swing, donc vous pouvez le jouer le long terme, mais vous pouvez jouer swing aussi, on l'a même, vous le savez, joué en swing trading. Voilà, attention quand même, je m'attends à un repli. Hein. Je m'attends à un repli là, quand on voit des mèches hautes, tout ça. Bon, à un moment donné, vous pouvez avoir ici le repli. Je crois que la publication, c'est la dernière dizaine de
la dernière dizaine de février. Donc 2 hypothèses de travail. Soit effectivement vous l'avez acheté très rapidement suite au live et là vous êtes à plus 40. Donc là moi je conseille de prendre une partie des bénéfices, garder une petite position pour voir les résultats, parce que 40% ça fait quand même beaucoup d'avance. Soit vous n'avez pas beaucoup d'avance comme nous en swing, là on n'a que 10%, 11%. Là du coup vous les jouez pas. Voilà. Tout dépend après de vos positions, si c'est une position long terme ou une position court terme, ou comme certains, comme moi, vous avez des positions, à la fois une position de swing et à la fois une position long terme. Là aussi, je le redis, notamment sur la différence de profil. Pour moi, un profil, c'est surtout une unité de temps. Donc, profil court-termiste, vue journalière hebdo, profil long-termiste, vue mensuelle. Et ce qui est très important, là aussi, c'est une astuce que je peux vous donner, séparez bien les portefeuilles. Ayez des portefeuilles, si vous faites, vous avez le droit d'avoir le profil court terme, le profil moyen terme, le profil long terme, hein, trading, intraday, swing trading et long terme. Mais séparez les 3 portefeuilles parce que sinon vous allez vous emmêler. Si vous avez une ligne dans le même portefeuille de riche swing et une ligne dans le même portefeuille long terme, c'est le bordel. Donc là, pour le coup, ce que je vous invite à faire, c'est de bien séparer vos portefeuilles. Ok ? Bon voilà, de Richebourg magnifique. Alors Publicis Group. Bon voilà, hein, là aussi ça fait des mois qu'on l'attend, souvenez-vous. On l'avait loupé ici puisqu'on attendait là, et c'est toujours ce support moi qui m'intéresse. Donc là ça va être intéressant de regarder ce qui se passe, notamment ici. Voilà, et éventuellement là. Donc oui, ça commence potentiellement à être intéressant. Ok. Donc voilà, c'est toujours une tendance haussière. Bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. On est toujours sur des tendances haussières, donc rien à dire là-dessus. Mais voilà, il faut attendre éventuellement quelque chose de... Voilà, peut-être comme ça. Donc si là-dedans, vous avez un petit peu de congestion, vous avez quelque chose d'intéressant, que ça casse par le haut, alors est-ce qu'on peut aller là, peu importe, derrière on casse par le haut, vous cassez la résistance oblique ici, allez, je vous la mets en rouge pour être vraiment propre, et bien derrière, hop là, le vrai rouge, c'est mieux, et bien derrière, vous avez un signal d'achat. Donc à suivre de très près également, Publicis qui se replie enfin. Donc ouais, moi potentiellement, ça m'intéresse, c'est une valeur que je trouve intéressante, etc. Mais dans ce marché-là, encore une fois, dans un marché qui reste haut, je veux un petit signal technique intéressant. Alors, Arcelor, vous le savez, conviction de 2025 qui, là aussi, nous cesse de nous surprendre. Donc, c'est magnifique. Hein, depuis, voilà, c'est 100% de performance, exceptionnel. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Encore une fois, pour moi, c'est des achats sur repli. Voilà, hein, quand il y a des cassures comme ici, comme là. Là, on attendait potentiellement un petit pattern, mais elle continue. Nouveau plus haut encore pour pas historique, hein, mais nouveau plus haut je sais pas, de 10 ans peut-être. Hein, ouais, de 10 ans, de plus de 10 ans, de 15 ans pratiquement. Donc c'est exceptionnelissime. J'ai pas grand-chose à dire. Pour du long terme, est-ce que c'est le moment de rentrer? Je crois pas. Mais oui, dès que vous avez voilà, encore une fois, des petites cassures avec des réductions de volatilité, ben vous jouez, vous accompagnez, vous montez le stop au fur et à mesure. Donc c'est plus pour du swing trading. Donc voilà, vraiment très content parce que j'ai tellement insisté sur ArcelorMittal. C'est vrai que tout comme de Richebourg, tout comme on a été plutôt inspiré. Je sais que beaucoup en ont profité, donc tant mieux. J'espère que 2026 on sera aussi inspiré. Pas évident, même si on a bien commencé avec de Richebourg, mais ça va être un marché quand même beaucoup plus complexe. Ensuite, vous avez du Orange. Alors Orange, magnifique, hein, évidemment, hein, voilà. Mais on revient sur un niveau quand même, attention, de potentiellement prise de bénéfices. Donc, c'est peut-être pas le moment de faire all-in sur Orange. Alors, je sais pas quand est-ce qu'ils publient ou s'ils ont déjà publié. Je crois pas avoir vu la publication de Orange. Mais voilà, sauf si vous avez comme là des patterns de continuation. Globalement, je suis pas sûr que là, investir maintenant, ce soit une opportunité d'achat. Voilà. Donc attention quand même. Uniquement si vous avez, voilà, voilà, comme là, des réductions de volatilité, est-ce qu'il y en a eu? Non, pas vraiment, hein, ces derniers temps. Hein, c'était plutôt... Ah, il y a une petite qui est en train de se former, par contre. Voilà, donc là, ça peut être intéressant. Voilà, on a une petite réduction de volatilité. Donc si vous avez effectivement cette réduction de volatilité, que, bien entendu, les résultats ne sont pas proches, bah, à ce moment-là, vous pouvez jouer une cassure du pattern pour jouer une continuation. Avec, bien entendu, c'est du swing, un stop sous le pattern. Ok? Mais voilà, je trouve qu'on a touché quand même de beaux objectifs sur Orange. Donc voilà, bravo à ceux qui y ont cru, parce que c'était pas évident, c'est pas un dossier facile.
Donc voilà, FDJ. Alors, on en est où de FDJ? Nulle part. Nulle part sur FDJ, il se passe pas grand-chose. On avait effectivement la formation de ce range, il y a quelques semaines, on l'avait abordé. Bon, ce range, il est plutôt en train de casser par le bas. Donc ça, tout est à refaire. Du coup, on peut sortir ça. Il se passe pas grand-chose. Voilà, franchement, il se passe pas grand-chose. Il faut patienter, il faut avoir un signal, hein. Il y a le temps, elle a tellement baissé, vous inquiétez pas, il y a le temps, il faut avoir, encore une fois, voilà, soit une réduction de volatilité, une cassure, soit, encore une fois, un biseau descendant avec, ici, une cassure par le haut, ensuite, les choses se font par étapes, rien ne presse sur FDJ, franchement, il y a largement le temps, surtout dans un marché, encore une fois, qui zigzague, ok? Et puis, ce qui m'inquiète un petit peu sur FDJ, je dois être aussi honnête, hein, c'est que il y a ce niveau-là, hein, voilà, qui est pas loin, le niveau des 20 euros. Donc, je me demande si on n'est pas un petit peu attiré comme un aimant sur ce niveau de prix-là. Ok? On a quoi après? On a Crédit Agricole. Bon, les bancaires vont très bien, hein. On a Crédit Agricole qui va très très bien également. Très en retard, Crédit Agricole, par rapport à BNP Paribas, c'est vrai. Mais voilà aussi, voilà. Alors c'est dividende non réinvesti, hein, bien évidemment. Mais là, voilà, on a une belle réduction de volatilité qui a cassé, on en avait parlé, qui a cassé par le haut. Voilà, c'est un petit peu plus mou sur Crédit Agricole, mais malgré tout, tant qu'on est au-dessus bien de ce support oblique ici en pointillé, voilà, allez, même si on fait, voilà, on a même un petit canal qu'on peut commencer à tracer. Voilà, les achats sur repli peuvent être éventuellement mis à profit. Vous avez du Sanofi qui fait trop rien, mais qui pourrait revenir sur des zones intéressantes, oui, notamment sur les 60, voilà, aux alentours des 70 jusqu'à 65, voilà, toute cette zone. Je la fais un peu large parce qu'elle n'est pas super propre, hein, c'est pas la plus propre de toutes. Mais voilà, elle a tendance à faire des mèches, des fois en mensuel, et sur mèche, on peut avoir un petit excès dans cette zone-là. Sous les 70, voilà, jusqu'au 62, 63. Et deuxième zone, sous les 50, voilà, 48 jusqu'à 42, ça peut être des zones qui peuvent être mises à profit. Donc c'est sûr que si on revient sur les niveaux de 2012, voire sur les niveaux de 2000, Sanofi, encore une fois, dividende non réinvesti, peut être une action à rentrer en portefeuille, notamment pour les portefeuilles long terme, bon père de famille, hein. Bon, side trade, le massacre s'est provisoirement arrêté. Enfin, avec une mèche. Encore une fois, l'analyse technique, là, voilà, on disait que la zone ici était une zone d'opportunité. Et on a fait, voilà, si vous avez acheté, allez, même au plein cœur de la zone, vous êtes déjà à plus 17. Hein. Donc ça, c'était intéressant. La problématique, c'est que sur side trade, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une valeur peu liquide. Donc, il y a beaucoup moins sur les valeurs peu liquides de construction comme il peut y avoir sur les valeurs plus liquides, tout simplement. Hein. Maintenant, je pense qu'on peut faire, là aussi, malgré tout, même si elle est moins liquide, je pense qu'on peut faire un dernier petit dump avant de construire, et éventuellement, ici, vous pouvez avoir effectivement quelque chose qui se déclenche. Donc, side trade, ça m'intéresse, mais il faut, pour moi, encore patienter et voir comment elle va construire pour la suite. On revient quand même sur des niveaux de valo intéressants. Le deuxième niveau, si ça lâche, parce que ça peut lâcher, le deuxième niveau qui sera ouf, ce sera celui-là aux alentours des 60. Ok? Vinci. Alors, Vinci, eh bien, la publication a été saluée. J'ai pas eu, voilà, c'est là aussi où des fois on espère des choses qui n'arrivent pas pour le moment. Vinci, moi j'espérais un scénario de repli, minimum sur, comme on l'avait eu en fin de l'année 2024, un repli sur les 100, éventuellement bas de canal. Pour le moment, le marché ne veut pas jouer ça, mais malgré tout, je reste sur mon scénario, pas sur mon scénario, sur mon idée que Vinci ici n'est pas une opportunité d'achat. Ceux qui ont voulu jouer les résultats hier et qui prennent 7% aujourd'hui, bravo à eux, mais pour moi c'est un risque qui certes à payer, mais qui offrait un ratio gain-risque qui était largement insuffisant. Thales, qui, elle aussi, donc on l'a vu, hein, oui, on l'a vu dans la vidéo, notamment avec Marie, je vous invite à revoir la vidéo. Pour moi, sur beaucoup de valeurs, notamment dans ce secteur-là, le secteur défense, on est sur des tops intermédiaires.
C'est-à-dire que je m'attends, on l'avait déjà noté, hein, déjà au mois d'août l'année dernière, je m'attends à du zigzag et des constructions de figures. Donc j'ai pas grand-chose à dire. Ce sera, si toutefois cette zone-là lâche, ce sera une opportunité d'achat à proximité du bas de canal. Hein. Hop là, à proximité du bas de canal, voilà, ça peut être quelque chose qui peut être mis à profit. Et pour les traders agressifs, s'il y a un événement au-dessus des 280, on peut tenter un achat sur cassure et sur momentum. NJ. Alors, NJ, là aussi, conviction, vous le savez, 2025, là aussi, c'est extraordinaire, 70% de performance pour une action. On me disait, c'est mou, ça fait rien, regardez un petit peu, quand l'analyse technique, là aussi, a fait des merveilles, et derrière, on a une poussée. Voilà, encore une fois, beaucoup de gens me disent, est-ce que tu penses que c'est le moment de rentrer sur NJ? Mais NJ, ça fait un an qu'on en parlait, là, maintenant, non. Pour moi, c'est plus le niveau. Je pense qu'on peut aller tester ces niveaux-là, voilà. On n'est plus très loin maintenant, c'est ça le problème. Voilà, vous avez des niveaux d'objectifs qui sont par là, quoi, aux alentours des 30. On est à 25,5, 26. Donc vous allez rentrer pour jouer quoi? Pour jouer peut-être 10-15%. Et derrière, votre invalidation, vous la mettez où? Si vous mettez votre invalidation, pour moi, c'est sous les plus bas ici. Hein. Donc ça fait invalidation là. Donc vous avez potentiellement une invalidation qui se situe aux alentours de moins 35 pour aller chercher 15% de performance. Ça me paraît insuffisant. Okay. Donc pour moi, un petit peu à l'image de ArcelorMittal, une fois que c'est parti. Et voilà, on joue plutôt les réductions de volatilité, comme ici, comme là, et on joue les cassures, et avec éventuellement des invalidations en dessous. Voilà, de manière extrêmement simple. Carrefour, donc là aussi, magnifique. Pareil, c'est une valeur dont on parlait pas mal. Notamment dans la congestion là, et encore une fois, ça a bien payé. Alors ça reste mou, hein, Carrefour, évidemment, mais enfin, elle a quand même pris 30% en quelques mois. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer. On est en train de casser ici la résistance oblique baissière. Ici, donc on a fait la cassure, le pullback, hyper intéressant. Et là, on a le petit repli, clairement. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il publie là aussi, mais clairement, si vous avez le petit repli là-dedans, peut être là aussi intéressant de jouer la continuation par là. Tout ceci sera invalidé sous la figure de repli, etc., comme d'habitude. Amundi, splendide publication de Amundi, tout va très bien pour le secteur bancaire. Elle est là. Voilà. Donc, pour moi, Amundi, je crois qu'on a fait un plus haut historique. Non, on n'a pas fait encore le plus haut historique. Je pense qu'on... Voilà. Mais, encore une fois, est-ce que c'est un niveau d'achat? Non. Pas pour autant que c'est pas une entreprise magnifique, mais l'espérance de gain en achetant sur les 80, il est relativement faible. Pour moi, achat plutôt sur repli dans ces zones-là, et ces zones-là de long terme. Là aussi, c'est de la patience. On y est arrivé il y a un peu moins d'un an, et on y est arrivé il y a un peu plus de 2 ans. Donc voilà, cette action-là peut continuer, c'est vrai, mais dans ce cas-là, potentiellement, elle monte sans nous, mais elle peut aussi décider de se replier dans un premier temps, et même dans un deuxième, pour ensuite repartir sur le long terme. D'accord? Donc là aussi, la différence se fera, je reprends ce que je dis, ce que j'ai répété pas mal dans cette vidéo, mais c'est important, la différence se fera sur la patience et sur l'exigence. Voilà, c'est là où vous faites la différence. Après Amundi, on passe à Soitec qui a bien rebondi cette semaine, même si pour le moment, ça reste une société qui est en difficulté, mais il y a quand même un petit rebond qui s'est effectué, j'ai pas grand chose à dire. On me l'a demandé, donc je fais le suivi. On n'a pas retourné la tendance, il y avait de la construction ici, mais c'est tout. Donc j'aimerais bien, alors là peut-être c'est en train de se passer, nous verrons. J'aimerais bien là aussi une petite réduction de volatilité. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant là aussi. Hop là, pardonnez-moi, ça peut être intéressant là aussi d'acheter. Mais c'est plus du swing, il en faudra plus pour retourner la tendance, notamment repasser effectivement au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours et éventuellement jouer la cassure par le haut. En attendant, c'est plutôt du trading pur. Sartorius qui a déçu, qui m'a également déçu, puisque Sartorius, voilà. On en parlait beaucoup ici, on disait que pour retourner la tendance, ce qui serait intéressant, c'est de valider la cassure de la résistance ici
horizontale, le niveau grosso modo des 212. Malheureusement, on a fait une mèche haute et derrière c'est vendu. Par contre, on va surveiller attentivement le niveau de support oblique de long terme pour voir si éventuellement ça réagit, puisque les 3 fois précédentes ça a bien réagi. Donc le niveau notamment des 164 € à surveiller. En Allemagne, un secteur dont je vous ai beaucoup parlé, qui est un secteur un petit peu conviction pour l'année 2026, car trop, pour moi, largement massacré. Et ça y est, on a BASF, dont on avait pas mal parlé ici. Il y a BASF, il y a Arkema, également, qu'on verra un petit peu plus loin. Il y a également AkzoNobel, bon voilà, toutes ces valeurs-là, donc chimie, hein, bien sûr, qui sont en train, voilà, on a des grosses réductions de volatilité long terme, alors qu'on est toujours sur des tendances haussières. Donc on n'a pas retourné les tendances, attention, hein, c'est pas parce qu'on a fait de la performance sur BSF, c'est pas parce qu'on a repris 30% que ça y est, mais on a quand même des signaux encourageants dans un marché en difficulté, donc ça c'est plutôt encourageant à suivre de près BASF. SAP, je vous disais la semaine dernière que j'étais toujours pas acheteur, je ne le suis toujours pas, on a continué la chute, pour moi, SAP je change rien, même si encore une fois comme je vous l'ai montré on peut avoir des rebonds, pour moi ils ne seront que techniques et c'est seulement en dessous des 130 € qu'on aura éventuellement des opportunités. Veolia, je n'ai pas la date de publication, mais pour le moment c'est extrêmement solide. Ça y est, on est revenu à la résistance, comme de par hasard, certainement que c'est les publications qui vont faire que soit on brisera la résistance horizontale par le haut, soit on reviendra un petit peu en arrière sur le support oblique, mais toujours est-il que, à mon sens, c'est une action à suivre de près. Ne jouez pas les publications là-dessus, c'est pas intéressant. Du moins, c'est trop dangereux. Arkema, donc on revient à nouveau donc, sur le secteur chimie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais la mettre plutôt en journalier. On a brisé à la fois, à la fois ce biseau descendant, résistance oblique baissière ici en rouge. On avait un range, réduction de volatilité. On casse, on fait pullback MM200. Voilà. Et c'est pas si vendu que ça au moment où on se parle. Donc moi, ce qui va vraiment m'intéresser, là aussi il faut regarder les dates de publication, je ne vais pas vous le dire à chaque valeur, mais la construction pouvait éventuellement quelque chose de plus abouti. Vous avez du médian technologie, une valeur qu'on suivait beaucoup, notamment ici avec la réduction de volatilité, ici à nouveau, donc la grande figure, la petite figure, on avait brisé, c'était là la résistance. Et là, on est toujours pour moi dans ce scénario de figure long terme. Je crois qu'il y a des annonces qui sont attendues d'ailleurs sur Median. Donc voilà, à suivre de près parce que malgré tout, vous voyez, c'est une action qui s'est retournée, c'est un peu plus spéculatif, mais c'est une action qui s'est retournée. Seb, qui elle aussi a fait un petit peu du mieux, mais c'est du court terme. On voit que le momentum baissier est en train de ralentir, de s'affaisser. Donc c'est une action à suivre. On aura potentiellement un signal au-dessus des 52,5, quelque chose comme ça. Deuteren, alors c'est une trade qu'on suivait, on est sorti, hein. Voilà, en transparence, parce que certains m'ont dit si on s'était fait sortir, on s'est fait sortir sur Deuteren. Voilà, on avait acheté, souvenez-vous, à la réduction de volatilité là, paf, et on s'est fait sortir sur le stop de jeudi. Voilà, plus 27%, c'est plutôt pas mal. Mais voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en acheter, hein, mais j'attends éventuellement un nouveau signal. Voilà, pour racheter. Pour le moment, j'ai rien de spécifique. Il faut laisser la figure mûrir très tranquillement. Ok ? On revient sur un aspect un petit peu plus spéculatif, entre guillemets, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais évidemment, c'est soumis aux news, hein, avec Selectis, qui est une action qui a fait pas mal de choses intéressantes, notamment, on s'en souvient, dans la réduction de volatilité, etc., etc. C'est pas l'action la plus facile à suivre, car vous le voyez, elle a tendance à faire quand même des mouvements un peu erratiques. Donc c'est plutôt une action en mode intraday, ou alors si vous avez une grosse conviction sur là-dessus. Mais voilà, pour moi, globalement, il ne se passe pas grand-chose. On est là aussi dans une réduction de volatilité, un petit peu plus moyen-long terme. Il va falloir voir si on a la capacité de casser par le haut. Mais pour le moment, stand-by. Genfit, en revanche, c'est bien reprise. Une action qui par le passé avait été une action extraordinaire. Je me souviens
énormément là, dans cette période-là. C'était vraiment l'action à suivre de près. Et depuis, bah, il y a eu une énorme chute. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on l'a surveillé depuis un petit moment déjà, c'est ce range. C'est ce range de long terme. Et ce range, ben, potentiellement, il est en train d'être travaillé. C'est pas fait encore. On est en train de tenter la cassure par le haut. Donc attention de ne pas retourner la tendance de long terme là aussi sur Genfit. Voilà. Attention, là aussi, soumis aux news, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. XFAB qui a une publication décevante aujourd'hui, donc je vais d'ailleurs effacer un petit peu tout, et ce qui va m'intéresser, c'est de voir potentiellement là aussi s'il y a une réaction. Je vais tracer mon petit canal tranquillou, voilà. Donc ce qu'on va voir en unité de temps journalière, voilà, éventuellement une réaction par là, si on l'a, ça peut être une opportunité. Mais oui, publication décevante sur XFAB. Donc là, il faut patienter. Faut patienter. Ça peut mettre du temps aussi, mais je pense que quand même, on peut avoir quelque chose qui fait comme ça avant éventuellement d'avoir la congestion et le nouveau départ. Rien ne presse sur XFAB. C'est une valeur qui m'intéresse, même si la publication a déçu. Mais il faut faire preuve de patience là aussi. Sensorion. Alors celle-là, je l'avais pas vue depuis un petit moment. On me l'a proposé. Donc on m'a parlé de la réduction de volatilité là, en mensuel. C'est vrai, il y a une réduction de volatilité mensuelle. Maintenant, voilà, c'est une action quand même compliquée. On le voit, voilà, il y a beaucoup de mèches, etc. Voilà, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Je veux bien croire que le titre est en train de se retourner fondamentalement, etc. Qu'il y a des news, etc. Mais pour le moment, à la limite, on peut dire qu'on est dans une congestion. Voilà, c'est la chose la plus positive que je peux vous donner. Mais voilà, anticiper quoi que ce soit avec des tailles de position importantes, je trouve que c'est un petit peu chaud. Donc, plutôt dans l'attente. On verra si effectivement il y a une cassure par le haut et qu'il y a une construction, éventuellement tenter quelque chose. Ce qui est positif, c'est vrai, c'est que la moyenne mobile à 200 jours est en train de se redresser. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais il faut construire au-dessus pour avoir le signal éventuellement de retournement. VK. Qui est toujours intéressante, VK. Donc on a fait le pullback ici dans la zone, et là on construit, donc c'est vraiment pas mal. Et là d'ailleurs vous avez une réduction de volatilité, donc là aussi c'est hyper intéressant de voir quelle va être la suite. Donc petite inside D qui est en train de barre D, qui est en train de se faire. On verra effectivement d'ici la fin de la journée. On part, si vous le voulez bien, aux États-Unis avec Nvidia. Donc Nvidia, j'ai pas grand-chose à dire. Attention, on est sur le support oblique. Voilà, quand on prend du recul, moi j'ai toujours la même analyse. Pour moi, voilà, on avait vendu au mois de juillet et on voit que depuis juillet, voilà, elle n'a rien fait. Si ce n'est de la gesticulation. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur extraordinaire. Vous savez à quel point j'adore Nvidia. Mais c'est trop cher. C'est trop cher, point à la ligne, c'est trop cher. Et là, attention de ne pas lâcher. Si Nvidia commence à passer sous les 160, on peut jouer à Serper. Et là, une action qui peut être potentiellement intéressante après un petit repli, peut être très intéressante pour du long terme. Souvenez-vous, on l'avait acheté là, aux alentours des 80. Et derrière, on avait joué un super trend. On avait fait plus de 100% sur la dernière partie, jusqu'en juillet. Donc l'objectif, c'est de refaire la même chose, tout simplement, de répéter la même idée. Ensuite, vous avez du SanDisk. Alors celle-là, elle a explosé. Voilà, elle a explosé. Donc là aussi, hyper intéressant. Regardez un petit peu la période. Voilà. Ah, je ne l'aurais pas. Il y avait des choses à faire, notamment ici, la réduction de volatilité assez folle. Ça, c'est vraiment des choses qu'on aime voir. Voilà, avec ici la réduction de volatilité. Derrière, vous avez le signal technique qui se déclenche, la prise de position de cette affaire-là. Derrière, on accompagne. Il y en avait une autre ici qui était pour moi intéressante. Voilà. Je la mettais au la veille parce que je ne l'ai pas vue. Donc, je suis honnête, c'est quelque chose que je n'ai pas vu, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir par contre. Et derrière, on voit là aussi, tac, la cassure sur un hebdo. La cassure et derrière, on repart. Donc là, est-ce que c'est l'opportunité d'achat ? Pour moi, la réponse est non. Je veux voir, pour voir une opportunité d'achat, je veux voir quelque chose de la même manière. Du piqué, voilà. Je veux voir quelque chose comme ça. Si je vois quelque chose comme ça se former, à ce moment-là, avec une réduction de volatilité, prise de position, et on fait la continuité de la hausse, parce que
C'est pas parce qu'elle est beaucoup montée qu'elle peut plus monter, mais je veux quand même avoir les flux avec moi et je veux avoir un plan clair. Acheter sur une baisse, bêtement une baisse de 25%, c'est pas une raison valable, d'accord? C'est un peu comme quand je vois sur les réseaux, certains, notamment des novices, qui balancent des prix d'achat. SanDisk, prix d'achat 500, SAP, prix d'achat un temps, Amazon, prix d'achat 210. Il n'y a pas d'analyse derrière. C'est le doigt mouillé, quoi. C'est le niveau zéro de l'analyse. À minima, essayer d'avoir un raisonnement, de dire, bon ben voilà, j'estime que le niveau technique, il est intéressant ici. J'estime que en termes de valorisation, ben, si on atteint les 200$, ben, on aura un price earning ratio de 22, et historiquement c'est faible, donc ça peut être intéressant. Mais balancer, comme je vois certains, des posts avec des listes d'actions, voilà les valeurs sur tel niveau qui sont intéressantes. Tel prix, tel prix, tel prix. Les gars, c'est le niveau de l'analyse, c'est catastrophique, quoi. Donc voilà, il faut quand même développer un minimum. Même si les arguments, potentiellement, on peut ne pas être d'accord, ça c'est autre chose. Mais au moins, essayer d'en avoir, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Bref, je ferme la parenthèse. Palantir. Là aussi, alors Palantir, c'est pas beau. Palantir, c'est pas beau. Attention, attention, attention. Voilà. Donc Palantir, là, c'est pareil. Quand on en parlait ici, je dis attention, on aura un repli sur le bas de canal. Nous y arrivons. Voilà. C'était ici. Donc c'était septembre 2025. D'accord? Et nous y arrivons petit à petit. Donc cette zone-là, c'est pas beau. Mais cette zone-là, il faut la regarder. Et il y en a une deuxième qu'il faudra regarder aussi, c'est celle-ci. Voilà. S'il y a vraiment un gros repli. Mais déjà, là, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Si on a en interne une petite réduction de volatilité pour éventuellement repartir. Donc, à suivre de près. Également, Palantir. Uber, si ça lâche, par contre, il ne faut pas insister. Uber. Donc là, c'est pareil. Voilà. On avait atteint l'objectif de la cassure. Vous avez dit, s'il y a ce canal-là, Uber, il y a 3 niveaux intéressants. Il y a celui-ci. Donc, nous y sommes. Celui-là. Et potentiellement celui-là. Ça, c'est pour ceux qui veulent acheter à l'aveugle. Sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder s'il y a, vous le savez, une petite formation de réduction de volatilité et une cassure par le haut, comme d'habitude. Ok? Une action qui m'intéresse, hein, Uber, ça m'intéresse, donc à suivre de près. AMD, ben, là c'est la même chose. AMD, on avait acheté, hop, ah mince, il est plus tracé là. Je crois qu'il l'avait laissé. Ah si, il est tracé en hebdo, pardon. Donc là, c'est la même chose. En hebdo, paf, on était là. Opportunité d'achat, vous le savez, au mois d'avril. On visait le haut de canal, on a fait même plus. Et là, pour moi, attention, s'il y a une réintégration du canal, on peut même éventuellement aller retrouver le bas de canal. Et ceux qui me disent c'est impossible que AMD perde 57%, je leur rappelle simplement qu'entre mars 2024 et avril 2025, en un an, AMD avait déjà perdu 66%. Je leur rappelle également qu'entre novembre 2021 et octobre 2022, AMD avait perdu 66%. Voilà. Revenez, regardez les graphiques en arrière. Même si vous êtes entré en bourse, vous êtes arrivé sur les marchés financiers depuis 2 mois, depuis 5 mois, depuis 10 mois, prenez vos graphiques, regardez ce qui s'est passé par le passé. Et le passé récent, hein. Là c'est il y a 2 ans, il y a 5 ans, hein. Donc c'est pas il y a 30 ans. Hein. Voilà. PayPal, quelle déception. Ah, quelle déception, PayPal, là je dois bien l'avouer, je m'attendais à beaucoup mieux sur PayPal. C'était, voilà, j'avais ce scénario en tête, donc là j'espérais que, et puis finalement, pouf, ça lâche, et là on revient sur les plus bas historiques. Il n'y a rien à faire sur PayPal, franchement, il n'y a rien à faire, il faut patienter. Il faut patienter et attendre éventuellement des signaux, mais waouh, là ça quand même, ça commence à être chaud, donc voilà, on verra dans la zone des 35. Donc il faut laisser tomber, hein. Il faut accepter que ben, là, pour le coup, le scénario n'a pas été bon. Salesforce, là, ben, voilà, là aussi la patience, hein. On disait Salesforce, là tout le monde en voulait, et je vous dis, ça fait un moment qu'on attend le support oblique de long terme, et il va arriver, voilà, les patients, encore une fois, là, vous voyez, plutôt que d'investir là, en se disant ah, elle a baissé de 31%, ça vaut le coup, et bien finalement, là, on n'est plus à moins 31, on est à moins 49. Et on peut même aller chercher 10% de baisse supplémentaire. Et vous imaginez, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. Donc, je ne dis pas celui qui a acheté le sommet. Je dis quelqu'un qui a acheté au milieu de la figure ici, qui était pressé. Et bien potentiellement, par rapport à quelqu'un qui a acheté là, ben, c'est une perte de 28%. Et si même vous arrivez à acheter là, c'est une perte de 44%. C'est énorme la différence de performance. D'accord ? Donc là aussi, pas de all-in, et à minima, si vous n'avez pas touché
vos zones, que vous voulez quand même en avoir en portefeuille parce que c'est une action que vous adorez, Salesforce, etc., petit à petit, gardez du cash pour renforcer sur les zones importantes. Donc moi, la zone qui m'intéresse beaucoup, la première zone, j'attends toujours, c'est les 160. On verra pour plus bas, il y en a d'autres. Hein. Toujours, il y a toujours 2-3 zones, je donne 2-3 zones, notamment celle-là. Mais voilà, déjà, cette zone-là, elle sera pas mal. Impressionnant hein, quand même. Vous vous rendez compte, c'est le force, c'est moins 50%. Hein. La moitié de la capi est partie en fumée. Alors, Google. Google, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Donc voilà, elle va ouvrir à moins 5 ou moins 6 aujourd'hui, je sais pas. Mais bon, peu importe. Non, j'ai dit une bêtise. Elle va pas ouvrir à moins 5 ou moins 6 aujourd'hui, c'était hier, non? Oui. Ah oui, il y a une belle bougie. Il y a une belle bougie bleue, ouais. Belle bougie bleue. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Moi, je suis pas acheteur. La publication est exceptionnellissime, mais pour les mêmes raisons. À la limite, je préfère être un peu plus en mode FOMO sur Microsoft, sous les 400, qui était la première zone, que sur Alphabet. Alphabet, c'est une magnifique valeur, mais à acheter dans du momentum, c'est-à-dire éventuellement si vous avez une figure de congestion et une cassure, donc en mode swing trading, mais plutôt sur gros repli, notamment sur la zone des 200. Mais il va falloir du temps, clairement, sur Google. Donc pour le moment, je reste à l'écart. Amazon, donc elle, par contre, oui, elle va ouvrir aujourd'hui. Et elle va ouvrir très certainement entre moins 5 et moins 10. Donc on devrait ouvrir par là, hein, grosso modo. Mais malgré tout, c'est pas assez pour moi. On le sait, ça fait 6 mois hein, qu'on le dit. Moi, c'est mon action préférée. Donc je suis d'autant plus à l'aise pour vous en parler. Dans ces zones-là, c'est pas des opportunités d'achat. Les opportunités d'achat, elles sont plutôt là, voire ici. D'accord ? C'est très simple à comprendre. Donc moi, plutôt de la patience là-dessus. Sur Amazon, je pense que voilà, on peut bien sûr retrouver les plus hauts, etc. Mais le ratio gain-risque, il est largement insuffisant. Novo qui a déçu, donc c'est pareil, hein, Novo, toujours la même chose. Quand elle était à 140, c'était très cher, mais tout le monde disait que c'était justifié. Et maintenant qu'elle est ici à un PER de 13, on nous dit que ça peut rester à un PER de 13 pendant longtemps. C'est toujours la même chose. Donc on s'attendait à un repli, parce que pour moi on avait le rebond. Maintenant, c'est la construction qui va être intéressante. Il faut vite revenir, donc on revient sur le support, et moi je veux voir la construction là-dedans. Je veux voir comment Novo va évoluer là-dedans. Voilà. Et si je vois une réduction de volatilité, que tout ça commence à casser par le haut, j'ai mon signal de long terme sur Novo Nordisk. 5 titres à suivre. Donc déjà Galapagos, donc on en a, c'était un titre à suivre depuis un petit moment, spéculatif aussi. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est la réduction de volatilité, vous le savez. En unité de temps journalière aussi, réduction de volatilité. Hop, voilà, on est en train petit à petit d'affiner la figure. Donc à voir si on arrive à breaker la zone des 30 euros, on peut avoir une accélération pour retrouver les 32, 32,5. Ensuite, vous avez un tout petit titre, donc danger, hein, attention, c'est des titres spéculatifs, mais on me l'a proposé, et c'est vrai, elle a déjà fait la mèche, bon, tant pis. Mais c'est vrai qu'il y avait la réduction de volatilité là, qui était pas mal, je vous la dézoome pas, ça sert à rien, c'est une action un peu cata. Bon voilà, là c'est pour les traders actifs, moi, depuis quelques années, j'y touche plus vraiment à ces valeurs-là, faute de temps, il faut regarder le carnet, etc. Ça me gonfle un peu. Mais en tout cas, mais oui, potentiellement, il y a des choses qui peuvent être éventuellement intéressantes à jouer. Science Co, la suivante. Bon, celle-là, on en avait pas mal parlé. Pareil, hein, secteur, vous le savez, à suivre. Donc, vraiment pas mal. Enfin, elle a l'air de vouloir valider. Bon, voilà, à suivre. Mais voilà, on n'a pas retourné encore la tendance, mais quand même, moi j'aime beaucoup voilà, la moyenne mobile ici, vous savez, qui est en train de se redresser, etc. etc. Donc voilà, à suivre de près, là aussi, je ne sais pas les dates de publication, etc. Mais on peut éventuellement tenter quelque chose si on a une belle construction. Vous avez du Bipost. Également à Bruxelles, qui est une action en grosse tendance baissière, hein, énorme tendance baissière. Par contre, ce que j'aime beaucoup sur Bipost, je vais vous la mettre, c'est en mensuel, je crois. Voilà, en mensuel, c'est plus joli. Alors là, c'est pas pour la semaine prochaine. Hein. C'est pas pour la semaine prochaine, c'est plutôt pour les mois à venir. Voir comment réagit cette éventuelle tasse avec anse potentielle. Donc nous verrons notamment si on arrive à passer au-dessus des 2,64. Il y a de la réduction de volatilité. Les volumes, vous le voyez, sont en forte réduction. Donc ça peut être effectivement plutôt pas mal. Et la dernière, avant de passer au screener trend following, c'est SES.
SES qui est également plutôt pas mal. Regardez la configuration mensuelle. Donc éventuellement un achat au-dessus des 7,14 actions à suivre. Je trouve que la config véritablement s'améliore depuis la cassure de la résistance oblique ici en rouge. Je trouve qu'il y a vraiment du mieux pour cette action. Donc il faudra valider la cassure des 7,18 pour du mieux. On passe au screener Trend Following qui est ici. Hop, et voilà la liste des actions donc à suivre. Je vous rappelle que ce screener, le code de ce screener est ouvert et il est disponible sur le site www.lepodcastdelabourse.fr, site sur lequel vous retrouvez la formation gratuite, vous retrouvez bien entendu nos offres également et nos programmes d'accompagnement. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Semaine prochaine, donc il y a programme chargé, hein, il y a la vidéo sur les cryptos, la mise à jour, sur les cryptos bien rouges. Il y a la newsletter institutionnelle avec 5 immenses parties. Donc ça, ce sera mercredi et vendredi. Il y aura donc la vidéo d'analyse des 40 actions du CAC 40 pour voir lesquelles pourront éventuellement ou sont actuellement dans les meilleures configurations pour surperformer pour l'année 2026. Merci 1000 fois pour vos encouragements sur les différents réseaux, pour vos messages toujours bienveillants. Encore une fois, vous le savez, moi j'ouvre, les commentaires, ils sont libres. Du moment où il y a un débat avec respect et bienveillance, je suis prêt à tout entendre. Mais encore une fois, voilà, restez toujours dans ce cadre, et j'essaye de l'être aussi dans ce cadre de bienveillance, parce que sinon en fait ça tue le débat, c'est dommage, ça tue le débat, dès qu'il y a des mots qui dépassent des fois les pensées, bah du coup ça tue le débat, et du coup ça n'avance à rien, ni pour moi, ni pour les autres. Mais heureusement, pour l'immense majorité que vous êtes des gens agréables et des gens bien, donc c'est un réel plaisir de vous avoir. Je vous embrasse bien fort, rendez-vous la semaine prochaine, passez un bon week-end, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. A plus, ciao.